décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. En Algérie, des événements et d'autres se précipitent. Des retours de manivelle de décisions hâtives, prises dans l'improvisation la plus totale, dans le sillage, bien sûr, des promesses démagogiques et qui ne pouvaient qu'aboutir à la complication des crises. Parce qu'elles procèdent de l'absurde, de l'aveuglement politique. Elles sont entrées, ces décisions, comme il fallait s'y attendre, dans une phase inévitable d'impraticabilité, de blocage, de détournement et de septicémie sociale. Elles étaient censées noyer le poisson, faire du brouillard pour désorienter l'opinion publique et l'anesthésier dans le même temps. C'est l'inverse qui se produit en ce moment dans les profondeurs obscures d'un système qui fonctionne à la pifométrie, où les mécanismes même de la corruption de masse, de l'économie rentière, de la gestion politique ne procèdent plus que d'une improvisation au jour le jour, au gré d'une mégalomanie débridée et décomplexée. Une vision de la gouvernance fondée principalement sur l'achat d'une paix sociale par le repli de l'individu et le chacun pour soi, où le citoyen s'efface devant le débrouillard, dans une atmosphère sourde mais très bien entretenue de compétition malsaine entre les gens, voire de discorde entre eux, dans tous les domaines, depuis la répartition de la rente jusqu'à l'entretien de l'antagonisme autour de polémiques savamment entretenues comme le régionalisme, l'identité, le culturel, le cultuel. Autrement dit, la carotte et le bâton et le poison qui va avec, pour lobotomiser toute la société de son aspiration légitime à l'union, à la citoyenneté, à la résistance. Ce fut ainsi, entre de nombreuses autres décisions démagogiques et corruptrices, que fut prise celle dont nous allons parler aujourd'hui, de faire passer l'allocation touristique accordée aux citoyens qui se rendent à l'étranger d'environ 100 € environ par personne adulte à 750 € pour les adultes et 300 € pour les mineurs avec un plafond de 2 enfants par famille. Ce fut le boom et la ruée vers la Tunisie, le seul pays vraiment accessible en Afrique du Nord pour les Algériens. Des files de voitures et d'autobus qui se comptent en milliers de véhicules chaque jour. Certains touristes ont passé plusieurs jours en attente à bord de leurs véhicules ou des bus avant de passer la frontière. En fait, cette mesure qui visait d'abord à faire mousser la popularité du présidentissime, mais aussi, selon les grands génies de la finance qui squattent la présidence, à faire baisser le cours de la devise étrangère dans le marché informel. En fait, cette formule allait juste provoquer l'inverse, puisque la quasi-totalité des supposés touristes n'usaient de cette aubaine que pour obtenir cette somme en devise et pouvoir la vendre sur le marché de l'informel et se donner ainsi les moyens de joindre les deux bouts dans un quotidien de plus en plus difficile pour des millions de familles. Les gens se contentaient juste, une fois le pécule en poche, de passer la frontière, d'y rester le minimum de temps en économisant un maximum, voire même en dormant à bord de leur véhicule, de manger par-ci, par-là, de grignoter et revenir dardard au pays pour y écouter ce qui allait leur permettre, écouler
ce qui allait leur permettre d'écouler, de joindre les deux bouts. Mais comme les charognards ne sont jamais loin de ce genre de martingale, tout un réseau de trafic se mit tout aussitôt en place, en moins de temps qu'il faut pour y réfléchir. Entre-temps, la gouvernance au pifomètre allait vite découvrir que l'état de ses finances ne pouvait pas lui permettre de continuer à alimenter une telle demande. C'est juste impossible. Et donc, comme d'habitude, rétro-pédalage en essayant de faire passer cette reculade pour une nécessité de combattre le trafic. Des décisions ont été prises, hallucinantes de mauvaise foi et d'improvisation, dont nous allons parler. Avec nous, pour en parler, Dr Hassan Hirsch, économiste, militant politique. Hassan Hirsch, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, M. Benchenouf, et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui acceptent de nous écouter avec tolérance. Effectivement. Et merci aussi à la présence, si j'ai bien compris, de Lies. Absolument, qui est avec nous. Un ami de longue date que j'apprécie particulièrement. Donc merci de m'avoir mis sur le même plateau. Très bien, nous savons faire les choses, hein, Hassan. Merci beaucoup, tout à fait. Et nous sommes très modestes. Merci beaucoup. Alors, Lies Jbeili, économiste, militant politique, merci d'être avec nous, Lies. Merci, M. Benchenouf, Jamaluddin, pour l'invitation. Je salue chaleureusement, avec toute la fraternité, mon ami M. Hassan Hirsch et toute l'équipe qui assure la couverture de votre émission, et sans oublier, bien sûr, tous nos auditeurs ou vos auditeurs qui suivent de près et de loin votre émission. Merci encore pour l'invitation. Salut, merci. Alors, allocation touristique, les vraies raisons de la reculade, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Hassan, d'abord, pourquoi ils ont accordé cette augmentation de quasiment, combien, de 100 à 750? Ah oui. C'est 750%, quoi. Oui, c'est ça. 750%. Pourquoi ils ont... C'est dans quel cadre? C'est pour rendre justice, pour satisfaire la demande, pour donner la possibilité à tout le monde de faire du tourisme, ou juste pour acheter la paix sociale et se faire mousser? D'abord, je dois avertir les téléspectateurs que je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Même si je suis économiste, j'ai fait ma thèse sur les transferts de technologie. Voilà, donc que ce soit une précaution oratoire. Tout à votre honneur, voilà. Même si nous n'allons pas rentrer dans des dédales. Alors, après, je connais le b.a.-ba, même voilà. Si ça remonte à très loin les cours d'économie, et surtout le module monétaire. Donc, j'ai quand même encore quelques petites bases. Voilà. Alors, la question, c'est pourquoi donc, on est passé de 100 € à 750 €. Il y a évidemment plusieurs facteurs, à mon avis. Pour ne citer que 2 ou 3, le premier facteur, c'est qu'il fallait répondre à une demande, à une crise, parce que des centaines, des milliers d'Algériens partent à l'étranger, ils sont humiliés à l'étranger parce qu'ils arrivent avec 100 € dans des pays comme l'Europe, comme le Moyen-Orient, etc., des pays riches. Ils vont à Dubaï, ils vont en Arabie Saoudite, ils vont en Europe, évidemment, avec 100 €, il va de soi qu'ils peuvent à peine prendre leur premier repas les 2 ou 3 premiers jours. Donc là, peut-être que dans la tête des conseillers qui ont présidé à cette décision, peut-être justement faire en sorte qu'on diminue un peu cette crise et que l'Algérien ne soit pas humilié à ce point à l'étranger. Bon. Donc, ce qui serait évidemment... Ce qui serait une très bonne intention. Absolument, l'intention est bonne.
À mon avis, une deuxième raison, c'est tenter de réduire, comme vous l'avez si bien dit dans votre éditorial, de réduire le taux officiel du taux réel de la devise, dans la mesure où c'est pratiquement le double. Là, aujourd'hui, on est, je crois, à 1 euro pour 280, voire jusqu'à 300 voilà, euros. Voilà. Donc, évidemment, par rapport au taux officiel qui est autour de 147, je crois, 150, on va dire, pour arrondir. Donc, il va de soi qu'il y a quand même un impératif à la fois politique, surtout politique, c'est-à-dire il y va de la crédibilité de l'État, et aussi un impératif économique, c'est-à-dire que la devise n'est pas contrôlée par la Banque algérienne. Le problème, c'est que, vous l'avez aussi souligné, c'est qu'il y a une mauvaise gouvernance et qu'on gère les affaires de l'État à la petite semaine. Et ça, ce n'est pas sérieux. Il faut revenir justement à une attitude responsable, adulte, sérieuse pour la gestion des affaires de l'État. Donc, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la parité du dinar, la vraie valeur du dinar a été travestie depuis les années 70. On avait mis à l'époque, je me souviens très bien, le dinar était plus fort que le franc. Oui, voilà. Donc, mais tout ça, évidemment, est artificiel. C'est un peu pour montrer ses muscles, et comme il y a une rentrée de devises importante, etc., donc on pouvait se targuer d'avoir des réserves de devises importantes, etc. Et donc, on pouvait aussi montrer que notre monnaie était forte. Je rappelle, à titre d'exemple, même si je sais que je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il ne faut jamais comparer le Maroc à l'Algérie, etc., à l'époque, le dinar était pratiquement 2 fois le dirham. Moi, je suis allé, la première fois que je suis allé au Maroc, c'était en 1973. Donc, j'étais fier de montrer mes dinars, etc., de dire que notre monnaie était plus forte que le dirham, etc. Donc, ils se faisaient tout petits, les Marocains. Donc aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. C'est bien l'inverse et avec un écart extrêmement important. Même chose pour le dinar tunisien, d'ailleurs. Oui, pour des raisons économiques simples. C'est que le Maroc a voulu, sur 20 ans, voire 30 ans, gérer, laisser flotter le dirham entre, grosso modo, un panier de devises, et particulièrement entre le dollar et l'euro. Donc, il y a un ajustement par le système bancaire. Et puis, les Marocains qui sortent à l'étranger... Mais qui reste artificiel aussi. Il est décidé, le taux est décidé. Il n'obéit pas à une fluctuation boursière. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre le taux parallèle et le taux bancaire. Le taux parallèle est de quelques 10 centimes. 10 pour 1. Oui, c'est ça. 10 dirhams pour 1 euro. C'est ça. Et parallèlement, c'est un 10, quelque chose, 11, ça peut arriver jusqu'à 12 parfois. Mais c'est pas très loin. Pas très loin, vraiment. C'est pareil en Égypte. Hein. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une différence. Mais là, en fait, les pays qui sont un peu comme l'Algérie, il faut aller les chercher en Argentine, en Iran, en Éthiopie, au Burundi, et au Liban, etc., où les taux sont complètement artificiels, décidés. Pas seulement artificiels, mais sont énormes. Énormes, entre le formel et l'informel. Voilà. D'accord. Bon, l'Algérien, évidemment, qui ne s'intéresse pas à ces choses-là, doit sûrement se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 taux? Eh bien, tout simplement parce que le dinar n'est pas convertible, et quand on l'octroie aux Algériens, eh bien, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on donnait 100 € pour les personnes qui sortaient à l'étranger. Évidemment, ces personnes-là vont chercher à acheter au marché noir des devises. Et donc, ces devises-là qui vont être vendues
comme on dit sur la place du square, mais toutes les villes d'Algérie ont leur square, entre guillemets. Et donc, ces devises ne vont pas rentrer, évidemment, dans la banque. À titre d'exemple, l'argent de l'immigration, l'argent de la diaspora, notamment en Europe et au Canada, évidemment, rentre en Algérie par des circuits parallèles, etc. L'argent de la diaspora? L'argent de la diaspora. Très peu, plus Non, mais comme ça avant. ne rentre pas justement dans les circuits bancaires. Oui, mais, Ça ça rentre de la main à la main. C'est ça. Mais ça ne rentre plus. Les immigrés, la communauté algérienne à l'étranger n'envoie plus son argent pour construire des maisons. Ils construisent plus. Très peu. Généralement, c'est pour aider la famille. Oui, ce que je veux dire par là, M. Benchenou, c'est que par exemple... Contrairement au Maroc. Oui, Maroc, l'Égypte. Où les gens font rentrer des devises, je crois, l'équivalent de 4 ou 5 milliards, si je ne m'abuse. À mon avis, beaucoup plus que ça. Par an, hein. À mon avis, beaucoup plus que ça. Alors, voilà, encore. Je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est beaucoup plus que ça. Il ne faut pas oublier que... Les Marocains résidant à l'étranger, oui. La diaspora. Dans les années 60, début des années 70, la rentrée de devises des immigrés en Algérie, c'était la troisième source de devises. Il y avait le pétrole et le gaz, il y avait le vin, le vignoble, et il y avait les immigrés. C'était les trois grands... Plus maintenant. Plus maintenant. Il n'y a aujourd'hui ni le vin, ni... parce que Boukharaoba a arraché les vignes, c'est-à-dire pour montrer qu'on est des musulmans, etc., et qu'on n'avait pas besoin de vendre notre vin à la France. Et les vignerons français se sont frottés les mains. Bien évidemment. C'est quelle aubaine. Voilà. Alors, je vais vous permettre de vous interrompre pour donner la parole un peu et je reviens à vous, bien sûr. D'accord, parce que bon, j'ai pas fini mon développement, je sais, mais on a notez pour que nous puissions reprendre, parce que pour faire de l'émission qu'elle soit un peu dynamique, un échange. C'est normal. Lies Jbeili, la même question. Qu'est-ce qui a fait que ce régime a décidé du jour au lendemain d'augmenter l'allocation touriste à 750% d'un coup, du jour au lendemain? Ce qui fait qu'aujourd'hui, un couple d'Algériens, une famille d'Algériens, composée du couple et de 2 enfants majeurs de plus de 19 ans, quand ils sortent, ils ont droit à 4, ils ont droit à 6 000 euros. 6 000. Ça veut dire qu'au change parallèle, ça fait à peu près 150 millions, si je ne m'abuse. Et que donc, ça a représenté pour les Algériens qui n'allaient jamais en touriste, hein, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais ça représentait une ressource qui clignotait de loin. Pouvoir gagner 150 millions en une semaine en Tunisie, à dormir dans la voiture et à manger des sandwichs, pour ensuite rentrer en Algérie et pouvoir disposer de 150 millions, ça aide à vivre quand on est au plus bas de la société. Alors, mais Tebboune, quand il a décidé de ça, c'était pourquoi, en fait? Alors, tout d'abord, les 750 euros, ça a été décidé, si je me rappelle bien, en décembre 2024, dans le sillage du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, qui a décidé d'une allocation touristique pour les Algériens souhaitant aller à l'étranger pour une souplesse économique, une souplesse touristique, pour une aisance et le confort à l'étranger. Le problème, je ne sais pas qui a décidé 750 euros d'abord, parce que 750 euros, c'est une grosse somme d'argent pour un Algérien. Alors, je vais essayer un petit peu d'analyser sur 2 volets. Si je me place du côté du pauvre citoyen algérien, je dis 750 euros, c'est une aubaine pour lui, parce que vu les conditions économiques, vu les conditions de vie qui sont très difficiles en Algérie, on va dire, tiens, quelque part, c'est un Algérien, il profite de l'argent de son propre pays. De l'autre côté, si j'essaye d'analyser un petit peu l'attribution de cette allocation de 750 euros, je dis, c'est un gouffre financier, il fallait y réfléchir avant. Quand vous partez en Tunisie par avion et par voiture, ce n'est pas la même chose, il faut le savoir. Quand vous partez en Tunisie, pourquoi vous partez en Tunisie? Pourquoi donner une allocation en euros? Vous partez en Tunisie,
le dinar tunisien. Vous partez en France, en Europe, c'est en, je veux dire, en euros. Et vous partez dans d'autres pays comme les États-Unis ou je ne sais pas, le Canada, c'est en dollars. C'est comme ça. Donc quand vous partez en Tunisie, ils le savaient très bien que la majorité qui prennent la route, attention, je dis, peut-être sont poussés par ils veulent dévier un peu cette somme, une aubaine, par passer 6 nuitées et la dernière, on va dire 7 nuitées, et essayer de faire très attention de ne pas trop dépenser et revenir et aller la dépenser dans un marché informel. C'est-à-dire, il fallait quasiment, au lieu de s'acharner sur le citoyen, vous savez très bien il y aura une déviation. Moi, si j'étais, par exemple, je dis, tiens, vous prenez l'avion, 750 euros. Vous prenez par voie terrestre, c'est 400 euros. C'est pas la même chose. Parce que quand vous prenez la route, parce qu'il y a l'intervention des agences de tourisme qui vont essayer un petit peu, il y en a quand même qui sont pas très propres, qui vont essayer d'exploiter le citoyen en leur offrant des hébergements gratuits et en échange de prendre leur allocation. Mais aussi le citoyen, quand il va en Tunisie, il va choisir des hôtels de bas de gamme, des hammams, des bains ou dans des voitures, etc. Même les Tunisiens, Jamel Din, ils ont remarqué qu'il y a des Algériens qui viennent et qui ne dépensent pas tout. Maintenant, non il fallait tout contrôler. Pardon de vous interrompre. Non seulement les Tunisiens ont remarqué, mais ils sont offusqués. Il y a eu même une campagne de grande intensité contre le tourisme algérien. Ils se sont dit, ces touristes de la misère, on veut fuir les touristes occidentaux qui ne viennent plus à cause d'eux. Et soit ils arrivent, pour ceux qui dépensent, ils dépensent beaucoup dans les cabarets, les bars et mettent la pagaille. Soit ils dorment dans leur voiture, ils dorment dehors, ils mangent que des petits sandwichs, et ça ne nous rapporte pas. Nous, il y a les statistiques de 2 à 3 millions de touristes par an, mais en fait, c'est 2 à 3 millions de gens qui viennent et repartent avec leur argent. Je voulais juste apporter cette précision. Donc, il fallait tout contrôler, tout ça. C'est très simple. Il fallait revenir à l'allocation de devises, comme ça se faisait auparavant, ce qu'on appelle servi en coupure de travel check, ce qui oblige aussi la convertibilité dans les banques des pays visités par les titulaires de l'intégralité de la somme. Donc, et qui ne passe pas entre les mains finalement. Donc vous poussez, vous avez les travel checks, vous arrivez en Tunisie, vous allez convertir les travel checks en monnaie locale et vous permettez à la fois votre citoyen de visiter et je veux dire, et de passer de bonnes vacances. Mais vous le savez très bien maintenant, les banques ou le gouvernement ou le régime s'est rendu compte qu'il y a une certaine déviation. C'est pour ça, il y a Jamel Din, que la mise en application elle a été tardive parce ils ont remarqué depuis le mois de juillet. Et à chaque fois, ils poussent. C'est la raison pour laquelle les banques, ils poussent. Attention que toute déviation risque, il peut y avoir des risques de poursuite contre les titulaires. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. Au lieu de s'acharner sur le citoyen, voilà, il fallait tout d'abord mettre fin au marché informel. Parce que quand les personnes, quand elles reviennent, où est-ce qu'elles vont faire le change? Ils vont le square, ils vont changer au square. Donc, ils vont changer pour avoir l'équivalent, comme vous venez de dire, 150 milliards. Et c'est une somme coquette et confortable. Donc, même je veux dire, cette mesure qui était censée peut-être, elle est de bonne intention, je dis peut-être, mais à la fois, quand même, elle est frappée un peu de populisme. Parce que, quand même, les conseillers, ils savent toujours que quand on passe de 100 à 750 euros, regardez la preuve, il y a une file de voitures interminable qui veulent juste passer la frontière. Même tout le monde a remarqué. Donc, que faudrait-il faire? Maintenant, il faut mettre fin au marché parallèle. Et pourquoi ils ne veulent pas mettre fin au marché parallèle? C'est ça la question. Et pourquoi ils ne veulent pas aligner? Vous ne voulez pas mettre fin au marché parallèle? Allez, soyez courageux comme les Nigérians et les Égyptiens. Aligner le taux officiel et le taux informel.
au même titre et vous allez voir. Mais ils ont peur que ça risque l'effondrement. Donc Alors, c'est une mesure. Lies, je vais vous demander à l'un et à l'autre d'être un peu bref dans vos échanges pour que nous puissions aborder le maximum de sujets. Moi, je vous pose une autre question, Lies. Essayez de me répondre un peu rapidement. Ils ne savaient pas au moment où ils ont pris cette décision que cela allait surtout intéresser les plus pauvres, ceux qui ne partent jamais en vacances parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais que ça allait représenter pour eux une aubaine inespérée de gagner par famille 6 000 euros. Vous savez ce que c'est, 6 000 euros dans le pays? Alors, si on les compte, 6 000 euros par 30, ça fait combien? Ça fait 30 000. 300 millions. Oui, quelque chose comme ça. 300 millions de centimes. Et le SMIC, imaginons que le SMIC est à peu près à 2 millions. Ça veut dire que c'est 150 fois le SMIC. Oui, je n'ai pas fait le calcul, mais en tout cas... À peu près, si je ne m'abuse. Si Dimangolo, 150 fois le SMIC. 100 fois le SMIC. 100 fois. Ouais. Pour une famille de la majorité de la population algérienne qui arrive difficilement à joindre les deux. 2 enfants, ça leur fait 2100 euros. Non, ça leur fait 2100 euros. 2100. Oui, ça pour un couple et 2 enfants. Ça veut dire 750 et 750. Voilà, quand on sait que plus 1000 euros, c'est... Non, mais si les 2 enfants sont 30 majeurs. millions. Si les enfants sont majeurs. Ah, s'ils sont majeurs, c'est autre chose. Je veux dire qu'ils aient plus de 19 ans, 750, ça fait 6 000. Ah oui. 6 000 euros. Oui. Le couple et 2 enfants majeurs, ça fait 6 000. Oui. 6 000, ça fait... on a vu le calcul en SMIC, ça fait plus d'une année de SMIC. C'est incroyable. Et donc, Lies, ce que je voulais vous dire, ils ne savaient pas, ceux qui ont pris cette décision à ce moment, 2 choses. D'abord, qu'il faut trouver cet argent. Est-ce que le régime en dispose? Et ensuite, que ça allait intéresser la grande masse des familles défavorisées qui se comptent en millions dans le pays. Non, on essaye d'échanger un peu de façon dynamique. En fait, après, je ne sais pas si ça a été prévu dans le PLF. Est-ce qu'il y a je ne sais pas, est-ce que vous avez lu le PLF? Moi, avant que vous m'invitiez, je voulais chercher, je n'ai pas trouvé. Peut-être il peut y avoir un support de charge qui a une dénomination assez particulière où ça a été prévu. Donc, comme la décision a été prise en décembre 2024, son élection a été en septembre 2024, histoire un petit peu d'acheter la paix sociale et repartir sur un deuxième mandat beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant. Peut-être ça a été dû... Peut-être ils ont dû prévoir, mais personnellement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Peut-être c'est prévu dans un autre support de charge. Mais tout simplement, vous avez raison, mais ça ne profite pas qu'aux pauvres. Certes, peut-être qu'ils ne partent pas en vacances, mais à partir du moment où vous êtes tous citoyens algériens, vous avez le droit à cette allocation de 750 euros. Toutes ces voitures, est-ce qu'il n'y a que des pauvres? Moi, j'ai vu des voitures, des Mercedes, des BM, j'ai vu des grosses voitures, j'ai vu des camions, des camionnettes, des fourgons. Au fait, regardez, que par la voie terrestre. Moi, j'aimerais bien savoir, ceux qui bénéficient de 750 euros, est-ce qu'ils prennent l'avion aussi? Parce que c'est là la question, c'est là où il faut analyser. Mais c'est quoi le cœur du problème? C'est que tant que vous ne fermez pas le square, il y a toujours la fraude. Et puis, quelque part, je dis, allez, quelque part, si, parce que vous insistez sur la catégorie la plus défavorisée de nos compatriotes, c'est-à-dire celle... Hassan semble ne pas être d'accord avec vous, je lui donne la parole, Hassan. Non, mais je voulais juste réagir, parce que s'il fermait le square, si d'aventure il le faisait, alors ça serait pire, parce que le square, il le contrôle plus ou moins. Et donc, ils l'ont fermé déjà, au moins une fois ou deux. Après, ça s'éparpille un peu partout et ça devient encore plus incontrôlable et ça devient la grande mafia va devenir des petites mafias. Il pourrait le changer en changeant de monnaie. Il le fermerait certainement. Oui, parce que tout l'argent qui est thésaurisé rentrerait dans les banques. Moi, je n'ai pas étudié le cas, M. Benchenouf. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais tout simplement donné une carte bancaire valable 1 an avec 750 euros. Comme ça, s'ils dépensent là-bas, c'est la carte. Sinon, ils ne peuvent pas ramener des devises à vendre. Il suffit... D'accord. Et en plus, ça permettrait justement une bancarisation des Algériens. Vous êtes en train de leur suggérer une solution sur laquelle ils vont sauter à pieds joints, là.
Bah, Il ça donne me une semble- carte, tu n'as pas le choix. Tu les dépenses ou tu me rends la carte avec Oh ce qui non, reste la dedans. carte, elle est là. S'il y va un jour, eh ben, Ouais. il dépense. Ah, d'accord, S'il elle en a- reste il a à- le droit à- un an. Elle est valable un an. Oui. Si jamais il retourne, eh ben, il D'accord, a sa voilà. carte. Oui, oui. Bah, sinon, elle expire au bout d'un an. Vous venez de leur donner une très bonne idée. Il n'y a rien de plus simple, Ouais. me Mais ils ne sont semble. pas capables de trouver de telles solutions. Je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'ils l'ont trouvé, que ça les arrange pas. Donc ça ne les arrange pas. Voilà. Parce Ou que l'un ou dans- l'autre. Parce que dans tout ce magma-là, on ne sait pas à qui ça profite, tout ça. On ne sait pas trop. Mais l'argent, d'où il le ramène, Hassan? Et je vous laisse revenir à ce que vous développiez tout à l'heure. L'argent, cette réserve de devises qu'ils vont donner aux gens, qui est énorme. On nous parle de 400 millions de dollars en l'espace de quelques mois. L'Algérie a de l'argent. Il y a le pétrole. Oui, mais c'est le un gaz. argent qui est dans les réserves, c'est-à-dire au cas où ça tournerait mal, au cas où les prix du pétrole 450 chuteraient. millions pour un État comme l'Algérie, c'est zéro, hein, c'est rien. Ah bon? 400 D'accord. non, 450 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Mais ce n'est pas tous les ayants droit qui sont partis. Hein. Ah ben ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, vous savez, Monsieur Benchenouf, je crois très franchement qu'on a une culture, comment dire, un peu schizophrénique dans tous les domaines. Alors, si vous me permettez, en 2 minutes, même pas. D'accord. Regardez par exemple les institutions. Et je l'ai déjà dit une ou deux fois sur votre plateau, me semble-t-il. Vous prenez les institutions. On élit un maire qui, évidemment, a un projet. Il a un projet pour sa mairie, etc., en termes de logement, en termes d'assainissement, en programme, termes, comme etc., on dit. etc. Mais finalement, ce n'est pas lui qui commande, c'est le chef de daïra. Donc, c'est parallèle. On va élire un président d'APOE. Pareil, avec tout un projet pour la wilaya, etc. Et puis finalement, il n'a aucun pouvoir, c'est le wali qui commande. On va élire une assemblée nationale, des députés. Est-ce que les députés, ils ont un pouvoir? Oui, C'est une le question seul pouvoir, c'est de lever la main ou de Ou de lever. se- C'est ou- même pas de s'abstenir. Voilà. Voilà. Donc, après, c'est l'exécutif. Ainsi de suite. On va élire un président, je ne sais pas qui commande, ainsi de suite, etc. Et là, il y a une économie réelle, une économie parallèle. Il y a une monnaie réelle, une monnaie parallèle, etc. C'est-à-dire que nous sommes, franchement, dans une culture de gouvernance schizophrénique et on n'arrive pas à nous en sortir. Et le comble, c'est que ces gens de l'ombre dont vous parlez, qui commandent la réalité apparente, oui. ce sont ces gens de l'ombre qui ont la vérité de la décision, qui ont la réalité de la décision. Ceux qui commandent, c'est-à-dire le chef de daïra qui commande au maire, Oui, c'est ça. le politique qui commande, le politique derrière qui commande aux institutions, et l'armée qui nomme les présidents. Voilà, donc C'est-à-dire, c'est cette culture justement schizophrénique, où tout est parallèle. Il y a ce qui est visible et il y a ce qui est souterrain. Je crois qu'il faut en sortir, quoi. Il faut en sortir, que les gens qui sont aux avant-postes devant les caméras soient responsables, rendent des comptes à la population, à la hiérarchie, et ainsi de suite. Je crois que le pays irait beaucoup mieux. Maintenant, quant à cette problématique de la monnaie, et il va de soi que les gens, c'est une brèche. S'ils peuvent profiter de cette petite possibilité, bien évidemment qu'ils vont en profiter. Mais il y a des moyens, franchement, d'éviter tout ce chaos. En Italie, par exemple. En Italie, il y avait aussi ce problème de taux parallèles et de taux officiels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bancarisé les Italiens en leur disant que, je ne me souviens pas des chiffres, hein, mais je vous donne le procédé, en leur disant que tous ceux qui achètent pour leur quotidien, leurs légumes, leurs viandes, leurs vêtements, etc., les services, tout ce qu'ils achètent avec une carte bancaire, eh bien, ils ont, à la fin de l'année, ils ont une ristourne. Ils vont avoir un chèque de l'État parce qu'ils auront payé avec une banque. une émulation. Voilà. Et petit à petit, ils ont bancarisé le peuple italien et donc... Ils ont fait rentrer dans les mœurs. Eh bien oui, l'argent est rentré dans les consommation. banques et donc il n'y a plus de problèmes parallèles. Donc il va falloir quand même réfléchir à trouver des solutions pour que les Algériens puissent accéder à la banque et que
c'est comment, bon. Hassan, dans un système, pardon de vous interrompre Je vous à en chaque prie. fois, dans un système où l'économie informelle capte Dépasse. environ 70% de la masse monétaire qui ne passe jamais par les banques algériennes, qui a ses propres circuits de circulation. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est parce que, tout simplement, les Algériens n'ont pas confiance dans le dinar. Ça, c'est un point important. Donc, ils essayent d'acheter des devises parce que l'or n'est pas disponible, n'est pas toujours disponible. Et puis, on a du mal parce que l'or, c'est cher, etc. Bon. Donc, ils achètent des devises pour épargner. Parce que si vous avez aujourd'hui 1 million de dinars, dans 5 ans... Ça va valoir plus. Voilà, ça ne fait que monter. Voilà, même s'il y a un taux d'intérêt à 3%, c'est le maximum, hein, vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais l'inflation dépassant le taux d'intérêt, donc en fait, vous perdez. Mais il y a un autre phénomène. Il y a un autre phénomène, à mon avis, très important. C'est celui de l'économie parallèle, oui, qui ne facture pas, qui ni ses achats, ni ses ventes, ni les salariés qu'elle emploie, ni les déclarations sociales, ni les déclarations fiscales. C'est énorme, ça. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, aussi, il faut réfléchir à quel taux de TVA appliquer, parce que les gens fuient la TVA. Quel taux d'impôt il faut appliquer, parce que ceux qui font ça, ils fuient les impôts. Par exemple, je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. Vous achetez ou vous vendez une maison, vous êtes obligé d'avoir une somme officielle, une somme parallèle. Pourquoi? Parce que vous êtes taxé. La part que vous donnez au notaire et qui redistribue à l'État, parce qu'il prend une petite partie. C'est la somme déclarée. Ben oui, mais le taux est exagéré. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez déclarer le moins possible pour payer le moins possible. Donc, il va falloir vraiment reviser toute la fiscalité, d'autant plus que nous sommes un pays à rente pétrolière et il y a possibilité de faire que les impôts et les taxes et la TVA soient véritablement à minima. Je pense qu'à ce moment-là, les Algériens tricheraient beaucoup moins. Ce n'est même pas une question de tricher. Le mot, je m'excuse d'ailleurs auprès des Algériens, ferait face aux difficultés économiques et financières de façon, on va dire, beaucoup plus officielle que non officielle, que parallèle. Oui, mais dans un système qui n'est pas rentier, qui ne vit pas de ses seules ressources naturelles, qui ambitionne de créer de la richesse, l'impôt est un pivot central de développement. Oui, mais plus... Dans un pays comme le nôtre, où les gens ne payent pas d'impôts, les seuls qui payent les impôts, c'est les salariés. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui. Parce que tout simplement, les impôts sont trop élevés par rapport aux petits marchands. Comment voulez-vous qu'un petit marchand de fruits et légumes se déclare parce qu'il a de faibles revenus et on lui prend une partie de ça? Et puis, il n'y a pas une éducation pour ça, ni à la télévision, ni à la radio, ni à l'école, ni rien. Les gens pensent que l'économie parallèle, c'est l'économie normale. Normal, absolument. Ils pensent qu'ils sont en règle. Le fait de payer l'impôt, pour lui, c'est pas normal. C'est ça. Déjà, comment on appelle l'impôt indirect? Oui, la TVA est un impôt. Entre autres impôts indirects. S'il a conscience qu'il paye des impôts indirects, ça ne lui plairait pas, parce que ce n'est pas dans sa culture. Tout à fait. Alors, Lies, réaction à ce que dit Hassan? Tout d'abord, au fait, je ne suis pas d'accord dans la bancarisation. Il faut savoir, un peu, on prend un pays comme l'Italie, il faut savoir que le premier maire de New York, qui est d'origine italienne en 1957, il voulait un petit peu, avec toute la mafia, de renflouer un peu le sud de l'Italie, Palermo, Cefalo, en essayant un petit peu de renflouer un peu et de passer par des circuits qui ne sont pas un peu formels en Italie. Et le gouvernement italien voulait un petit peu contrôler un peu avec la pression des Américains, parce que les Italiens, ils avaient le contrôle sur l'alcool frelaté. Bon, bref, on ne va pas faire une histoire un peu sur les financiers, sur la mafia italienne, comment elle a financé le Sud. Donc, ils voulaient un peu la bancarisation, passer par des cartes, passer par des circuits, ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire une chronologie, on voit l'historisation un peu des flux financiers. Ils n'ont pas réussi.
Ils n'ont pas réussi pour une raison très simple, parce que les circuits informels restent, ils occupent une place centrale dans n'importe quel pays à cette époque-là. C'était l'Italie. Maintenant, l'Italie, c'est membre de l'Union européenne. Elle n'attend pas que certaines familles installées à New York qui vont financer le Sud, parce que le Sud s'autofinance lui-même et parce que les industries du Nord financent le Sud, et c'est parce que aussi une part de la mafia italienne, il est intégré dans le PIB économique italien. Mais revenons à notre pays, l'Algérie. Revenons à notre pays, l'Algérie. Premièrement, vous venez de le dire très justement, j'aime le dire, n'a pas cette culture fiscale, en fait. C'est que la majorité des entreprises, or les entreprises publiques qui sont défaillantes, les entreprises privées, style PME, PMI, ils fuient les impôts. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire TVA que vous mettez à 5, à 6, à 7, à 8, c'est un point direct qui sert à financer, ils ne le fuient pas, cette culture. Deuxièmement, l'Algérie n'a plus les moyens, en fait, il faut, attention, n'a plus les moyens. Déjà, tout ce qu'on exporte, la moitié de ce que nous produisons comme énergie fossile est destiné pour la consommation antérieure. On est quasiment entre 42 et 43%. Depuis 2019, depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, tous les PLF, tous les budgets sont conçus jamais à l'équilibre. Soit ils sont en déficit financier, soit jamais à l'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le manque à gagner, il doit être compensé comment? L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, soit c'est la planche à billets. Donc, ces 400 millions de dollars que vous venez de dire, ils vont être financés comment? On ne peut pas dire que le pays, il est riche, il a le pétrole. Même la Russie, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de pétrole, elle exporte. Même elle exporte à 30 ou à 25 dollars pour les Chinois pour financer ce qu'on appelle l'économie de guerre. Mais quelque part, il y a toujours un manque à gagner. Chez nous, il y a où ce manque à gagner? Donc, il y a un manque à gagner pour mettre à l'équilibre. Comment vous allez financer ces 400 millions de dollars? Ça aurait été, si vous voulez vraiment la dignité de vos citoyens, vous partez en Tunisie, eh bien, vous prenez le dinar tunisien, soit à la frontière, une convertibilité directe, soit au niveau de la banque. Quelque part, vous pillez vos banques. Vous pillez vos banques, mais quel que soit aussi, c'est que le citoyen lambda, le citoyen algérien, doit avoir cette posture de dire les impôts, je paye mes impôts parce que ça peut servir ça peut construire les routes, ça peut ceci, cela. Mais nous, les routes, les infrastructures hôtelières, les hôpitaux, tout est financé par le pétrole. Mais qui finance réellement? Il est où la quote-part du contribuable, de la quote-part des sociétés algériennes qui finance l'économie algérienne? Sauf le contribuable, vous venez de le dire très justement, Jamel Din, c'est que le salarié algérien, on le prend à la source. Donc forcément, il s'acquitte de son impôt. Quant aux sociétés, l'Ansège et compagnie, vous savez, ils ont créé des sociétés. Ils disent, nous allons résoudre le problème du chômage. Créer une société, pousser un jeune à créer une société en achetant 2 voitures et en passant toute sa journée en train de fumer sa clope et prendre son café, c'est pas du business, c'est pas de l'économie. C'est pas de l'économie. Donc forcément, une culture a changé, même dans notre façon de voir les choses. Il faut qu'on dise attention de payer nos impôts, de pousser un peu. C'est une citoyenneté fiscale. Parce que la Révolution française, qu'on le dise ou non, c'est une révolution fiscale. Révolution fiscale parce que le paysan, poussé par des notables avocats pour mettre fin à la monarchie, de dire stop, vous n'allez pas payer plus. Donc tout se passe autour de la fiscalité, autour de l'impôt. Et restez avec nous, Lias Bailey, c'est le dernier tour de micro. Vous allez avoir droit à chacun à 3 minutes, vraiment 3 minutes, parce que... Et essayez de rester dans ce sujet donc de cette initiative de change, mais qui semble avoir mal tourné et qui semble pouvoir peut-être se compliquer quand on lit toutes les conditions qui sont exigées aujourd'hui. C'est inouï. Hassan. C'est inouï. J'ai vu très rapidement les 2 étapes. Il y a 2 étapes, c'est-à-dire qu'il faut un dossier pour pouvoir, réserver la somme donc, aux demandeurs.
et puis un deuxième dossier pour délivrer Les conditions. cette somme-là. C'est une paperasse C'est inimaginable, mais incroyable. ça coûte beaucoup plus que les 750 € à l'État. Parce qu'il faut quand même, je veux dire, des agents pour faire tout ça. C'est des heures, des millions d'heures de travail. Des millions de touristes qui vont y aller, revenir, et que vous allez contrôler un par un sur le plan de leurs dépenses. C'est complètement incroyable. C'est une bureaucratie kafkaïenne. C'est pourquoi faire... en fait, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Voilà, c'est ça la devise finalement. Je crois que vraiment il faut revenir tout simplement à une gestion sérieuse, rationnelle, et qu'il y ait des réformes, pas seulement sur l'allocation devise, mais sur vraiment l'ensemble. Mais est-il possible, Hassan, qu'un chef de l'État, un président très mal élu, désigné par qui on sait, qui, dans une mégalomanie absolument effarante, et dans le mensonge le plus tonitruant, puisse accepter vos conseils d'aller vers une gestion du pays, une gouvernance plus logique, plus vraie, plus... Je vais vous dire ma conviction. Les présidents ont été... je veux dire, Abdelmajid Tebboune n'a pas été plus mal élu que les autres. C'est vrai. Je me rappelle du temps de Boumediene, c'était un seul candidat. Donc, c'est pas mieux. L'autre, au moins, il va avoir peur de ne pas être désigné, des machins. Il va avoir quand même un moment de flottement où il ne sait pas trop si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc, de ce côté-là... Alors, maintenant, considérant justement cet état de fait, je pense qu'un président, et en l'occurrence donc Abdelmajid Tebboune, il peut tout simplement avoir la légitimité par les actes. Parce que la légitimité d'un responsable, ce n'est pas forcément l'urne. Et en tout cas, ce n'est pas que l'urne. Parce qu'il y en a qui sont élus, on le voit chez nous ici en France, on le voit aux États-Unis, ils sont élus, mais ils sont comme des éléphants dans des magasins de porcelaine. C'est vrai. Donc, il y a la légitimité par les actes et il est tout à fait capable, il reste, je crois, 3 ans pour son deuxième mandat. En 3 ans, il peut procéder à des réformes sérieuses. Y compris sur lui-même. Y compris sur lui-même. Merci Hassan. Lies, au moins 3 minutes, s'il vous plaît. Je ne pense pas que M. Tebboune puisse faire les réformes, parce que pour faire les réformes, il faut avoir les moyens. Les réformes devaient être faites sous Bouteflika, que vous faites les réformes quand tout va bien, finalement, quand vous avez cette aisance. Je pense maintenant, il faut maintenant... Est-ce que le citoyen algérien va accepter une politique d'austérité? Je ne pense pas. Parce que si vous imposez une politique d'austérité pour le citoyen algérien, donc c'est une mesure contre-productive pour le régime. Je ne pense absolument pas que M. Tebboune et tous les conseillers vont se diriger vers une politique d'austérité, vers la réduction des dépenses publiques. Vous savez très bien, pour les dépenses publiques, louables, ok, mais pour subventionner, pour acheter la paix sociale, c'est contre-productif. Maintenant, c'est quoi la gestion? La gestion, c'est le mal hollandais, finalement. Vous savez, un certain temps, il y avait des banques incitaient les agriculteurs à acheter des vaches et importer des vaches des Pays-Bas. Il fallait aller chez les Hollandais et demander leur conseil. Parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, durant la Première, il y avait le mal hollandais. Les Hollandais, ce qu'on appelle, ils avaient du pétrole. C'est la raison pour laquelle on appelle le mal hollandais. Ils ont laissé de côté cet or noir qui finalement qui risque un peu de rendre votre économie très préjudiciable. Ils ont opté, à l'image de l'Allemagne, à l'image de certains pays, et la Hollande est devenue un très 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 grand pays producteur en dehors des énergies fossiles. Si vous me dites attention, mais la Norvège, elle a profité de ces énergies fossiles. C'est le premier pays au monde qui a le plus grand fonds de pension, quasiment. Ils sont à 1200 milliards. C'est ça ce qu'on appelle exploiter cette manne pour essayer de rendre votre peuple beaucoup plus prospère. On a été rejeté. Le BRICS a rejeté. C'est pas pour question de populisme, c'est que les pays qui sont très démocratiques, en l'occurrence l'Inde, ne voulaient pas, ou peut-être d'autres pays,
ne voulait pas l'entrée de l'Algérie au sein du BRICS parce que toutes les réformes économiques, enfin macroéconomiques, n'ont pas été faites. On a été toujours recalé pour une raison très simple. Nous, jusqu'à maintenant, le pouvoir ou le régime refuse de faire des réformes structurelles, c'est-à-dire créer des PME et des PMI, mutualiser les entreprises défaillantes qui ne coûtent rien. Et moi, je suis d'accord avec M. Yahya quand il disait toutes nos entreprises sont défaillantes, donc il fallait les fermer. Mais par contre, vous provoquez la casse. Mais quand vous provoquez la casse, il faut trouver comment placer vos salariés. Vous savez, le problème de Yahya sur le plan économique, quand il a fermé les usines, c'est que il les a vendus à un dinar symbolique oui, à 10 voilà. comme ce fut le cas de Bernard Tapie qui a acheté des entreprises défaillantes. Donc, je dis et je le redis, M. Tebboune, je ne pense pas qu'il va aller vers des réformes parce que depuis le premier mandat, tous les économistes en Algérie, tous les financiers, même Ali Bounouari, ancien ministre du Trésor, ne cessent d'alerter attention, attention, nous nous dirigeons vers, après la fin de la reprise, après la fin de la guerre russo-ukrainienne, le baril du pétrole, cher Jameldine, va chuter. Donc le budget qui se faisait à 65 ou 70 dollars, forcément vous allez le faire à 40 et 50 et après vous allez voir est-ce que vous allez tenir vos promesses vis-à-vis de la paix sociale. Merci Ilyas Jbaili, merci Hassan Hirsch. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai promis hier, à chaque fois que je le pourrai, après cette émission où généralement on essaie de dévoiler la vraie nature de cette mafiocratie qui a fait main basse sur le pays et qui a dévasté l'homme en nous promettant, rappelez-vous du temps de Boumediene, qu'il allait créer l'homme nouveau. On voit aujourd'hui ce qu'est l'homme nouveau qu'il a créé, en effet. Et donc, à chaque fois que j'en aurai l'occasion, je vous parlerai de ces braises ardentes sous la cendre grise des jours, de cette société qui réussit malgré tout à rester debout, proche de ses valeurs, proche de son humanisme, proche de la fraternité, du civisme, dans cette jungle qui est devenue notre pays malheureusement. Et je vais vous raconter une histoire très courte. Ça se passe en France. Ce sont des policiers qui installent une nasse qui encercle des haragas, des émigrés clandestins, qui les fouillent, qui leur demandent leurs papiers, qui les mettent de côté. Centre de rétention, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un harag, centre de rétention, et ils tombent sur quelqu'un, pareil, harag, ils le fouillent, et il retire une canette de coca dans sa poche qui a été froissée et mise dans sa poche. Alors l'officier se rapproche et lui dit « Pourquoi tu as mis cette canette dans ta poche ?» Il lui a dit « Monsieur, parce que je n'ai pas trouvé de poubelle, je l'ai mise en poche en attendant de trouver une poubelle pour la jeter. » Il a interpellé ses subordonnés, il leur a dit « Relâchez-le. » Ils l'ont relâché. C'est une histoire vraie. Merci beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça existe. Des Algériens debout, des Algériens propres, des Algériens fiers, des Algériens dignes qui ne crachent pas par terre, qui ne salissent pas, qui ne hurlent pas, qui ne se courent pas après avec des épées, etc. Merci d'avoir suivi cette émission. Au plaisir. Merci. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.